Alors, cet après-midi, donc, on va aborder le sujet des séquelles avec un titre assez ambitieux, prévention et limitation des séquelles. Donc, je vais me donner la parole. Je suis Brigitte Chabrol, donc je suis professeure de neuropédiatrie à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et je travaille depuis un certain temps dans ce domaine en particulier parce que j'avais eu la chance d'aller passer quelque temps au Québec, à l'hôpital Sainte-Justine, qui avait été quand même l'un des précurseurs dans les hôpitaux d'enfants pour monter des structures d'accueil des enfants maltraités, et en particulier dans le domaine du syndrome de l'enfant secoué. Alors, là, Anne-Laurent Vanier m'a donné 18 minutes, donc j'ai l'œil un peu, c'est pas que je regarde quelqu'un là-haut, mais j'ai un chronomètre. Et l'idée, donc, c'était de parler des séquelles. Donc, moi, je vais pas faire comme Caroline Rambaud, je vais parler des vivants et de tous ceux qui survivent à ces lésions absolument terribles qui nous ont été montrées ce matin. Et comment cela va être traduit dans le quotidien de ces bébés qui vont devenir des enfants, puis des adultes, avec des handicaps, on va voir, plus ou moins sévères, tout en sachant que tous ces enfants, au départ, étaient strictement normaux et auraient dû avoir un développement psychomoteur et une insertion normale. Donc, pourquoi parler de séquelles dans ce syndrome du bébé secoué ? Tout d'abord parce que, on l'a dit et on le redit, c'est bien sûr un traumatisme crânien, mais ça n'a rien à voir avec le traumatisme crânien qu'on peut observer chez l'adulte. On l'a dit, c'est des mécanismes spécifiques non accidentels, j'y reviendrai pas. Puis il y a des lésions spécifiques. Pourquoi ces lésions spécifiques ? Tout simplement à cause de l'âge et de ce mécanisme. Alors, si on parle d'enfant, il faut être très basique et se souvenir qu'un enfant, c'est avant tout un être vulnérable. Vulnérable parce que c'est une période de très grande maturation et la période qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe en anténatal, qui est aussi une zone de très grande vulnérabilité, ou plus tard, dans la deuxième enfance, mais c'est surtout chez le nourrisson. Donc, cette période qui est appelée entre 29 jours et 2 ans, bien qu'il y ait malheureusement des bébés secoués encore plus jeunes. Et cette période-là, ça correspond à une phase très intense de développement, c'est-à-dire de croissance cérébrale. Donc, d'emblée, dès qu'on dit ça, on sait que quelle que soit la lésion qui va atteindre le cerveau à cet âge clé, à cet âge critique, il y aura toujours des séquelles. Alors, représenté sur cette diapositive que j'avais empruntée à Lucie Hertz-Panier, donc on voit très bien et on comprend très bien la différence, et c'est une diapositive que je montre toujours aux étudiants en médecine en disant attention, un enfant, ce n'est pas un modèle réduit de l'adulte, c'est un être à part, et en particulier donc au niveau cérébral. Et vous le voyez très bien, puisqu'ici, vous voyez que la myéline n'est pas du tout terminée, donc c'est en période du petit nourrisson tel que nous parlons aujourd'hui, avec des arborisations dendritiques qui sont encore très faibles et qui ont pour vocation de devenir un cerveau adulte avec, vous voyez, l'ensemble des réseaux. Vous comprenez d'emblée qu'une lésion qui va se produire à ce niveau-là, à un moment aussi critique, va désorganiser totalement le réseau dendritique nécessaire pour avoir un réseau neuronal correct à l'âge adulte. Et quel est le moyen, en fait, de suivre ça ? On n'a pas besoin de PET scan, on n'a pas besoin d'IRM fonctionnel, de scanner, d'échographie. On a besoin d'un mètre ruban. Et il suffit d'examiner correctement l'enfant, ce qu'on sait tous faire, de pouvoir bien affiner le développement psychomoteur, dépister toute anomalie, on sait tous le faire, et surtout mesurer le périmètre crânien. Et je vous rappelle cette phase si importante, 14 cm de périmètre crânien en 2 ans, pour mémoire, 6 cm après. Heureusement, si on avait la même vitesse, on finirait comme des têtes de ballons de rugby. Mais voilà, donc tout ça pour bien illustrer le fait que ce traumatisme crânien, il n'est pas comme les autres, il est vraiment sur un cerveau en maturation, et cette maturation va être anormale. Voilà, alors les lésions observées rapidement, ça peut être, alors il y a différents, c'est surtout des modèles après animaux, on a refabriqué, provoqué les mêmes lésions, donc il y a des morts cellulaires, avec un mécanisme excitotoxique immédiat qui va entraîner une mort cellulaire retardée de quelques heures de type apoptose. Quand on dit apoptose, c'est des cellules qui disparaissent et qui ne reviendront jamais
qu'on arrête de dire la plasticité ou je ne sais pas quoi, c'est un mécanisme de mort cellulaire et l'enfant va devoir se débrouiller avec ce qui lui reste. Donc les lésions sont diffuses, sont des lésions hémorragiques puis kystiques, et puis là aussi une atrophie progressive de la substance blanche, difficile à visualiser en IRM, et parfois on vous répond IRM normal quand elle est faite très rapidement. Il faut vraiment avoir un œil très expérimenté pour voir que effectivement l'épaisseur de la substance blanche est moins importante, et cela correspond à une atteinte dégénérative axonale responsable des troubles que l'on va voir. Alors, pour parler de ce sujet aujourd'hui, on a repris dans le service avec Émilie Cayeta, qui est chef de clinique, 40 dossiers, et c'est un devenir à moyen terme. Alors, d'emblée, je suis très surprise parce que nous avions fait la même étude il y a 10 ans sur 33 dossiers. On avait eu 33 dossiers en 5 ans, là on a 40 dossiers en 5 ans. Et plus ou moins, ça on peut pas le dire parce que c'est pas assez pour faire vraiment des moyennes. Mais vous allez le voir, le résultat est exactement le même. C'est-à-dire qu'en 10 ans, je crois qu'on n'a pas beaucoup progressé. Pourtant, Dieu sait si on parle de prévention, on fait des colloques, malheureusement, on voit toujours arriver ces enfants et dans des états toujours aussi graves. Alors, donc, 2007-2012, simplement dire la situation, donc, on a un biais de recrutement, bien sûr, c'est pas que des petits Marseillais, on se coupe pas plus qu'ailleurs, tout à l'heure, il y avait les chiffres de Strasbourg, mais c'est que Marseille, l'hôpital d'enfance, c'est pour la région PACA Ouest, le seul service de neurochirurgie et de réanimation, donc il y a bien sûr les enfants de toute la région. Bon, le diagnostic positif, je passe, vous l'avez bien compris maintenant. On retrouve plus de garçons. Bon, c'est comme ça, voilà, là, vraiment beaucoup plus. Mais là encore, le chiffre n'est pas assez important pour en tirer une conclusion nette. Ce sont des enfants jeunes. Donc, vous voyez, 4,3 mois, mais il y avait un enfant de 3 semaines dans cette cohorte. Le motif de consultation, donc le diagnostic, on l'a dit, c'est rapide quand c'est des signes neurologiques. Un état de mal épileptique qui arrive aux urgences, c'est un scanner immédiatement. D'autant plus qu'il y a des vomissements, malaise, coma, là aussi, macrocranie, et puis arrêt respiratoire, bien sûr, c'est la réanimation directe. Les lésions associées, donc on avait des ecchymoses, des coupures. Il y avait un enfant qui avait des coupures très sévères. Fractures qu'on a retrouvées également, des fractures de membres, des fractures de côte, des fractures vertébrales, parfois associées chez le même enfant. Les hémorragies rétiniennes étaient pratiquement toujours là. Dans 5 cas, le fond d'œil était normal. Il n'y a pas eu de discussion vraiment sur le fond d'œil, ou j'ai peut-être raté le début. En tout cas, on sait qu'il faut savoir le répéter, et puis finalement, il faut le dire, on a du mal, les médecins français ne savent pas faire de fond d'yeux. On doit avoir recours à un interne d'ophtalmo qui est parfois beaucoup plus difficile à joindre et à obtenir qu'une IRM cérébrale en urgence. Donc voilà, ça explique aussi peut-être qu'on arrive un peu tard et que le fond d'œil s'est déjà normalisé quand on le fait. Les lésions cérébrales initiales, donc c'était un hématome sous-dural bilatéral. Vous voyez avec une présence de lésions parenchymateuses, parfois unilatérales, et toujours des lésions parenchymateuses, et puis dans quelques cas, donc un aspect très compressif, ce qui veut dire un œdème cérébral majeur avec un tableau d'hypertension intracrânienne. Tous les enfants ont eu 11 enfants ont été intubés et ventilés d'emblée, donc avec un état critique, où le pronostic vital était engagé immédiatement, et 35 enfants ont une dérivation surduro-péritonéale. Donc on a vraiment une population, là je répète quand même, qui avait des signes graves et qui ont nécessité une prise en charge. Donc c'est tous les enfants qui nous sont référés pour ça. Donc 40 dossiers, et on a pu faire un suivi seulement sur 32 enfants, et ça c'est un élément très important. On a 8 enfants qui ont été perdus de vue, non revus en consultation, qu'il s'agisse de consultations programmées au sein du CHU ou de consultations dans les hôpitaux généraux qui nous avaient adressé les enfants, et des parents qui fuient l'équipe médicale, on va dire, suite à ce qui s'est passé au signalement. Le durée de suivi donc, est assez bref, et c'est une moyenne de 25 mois, entre 3 mois et 6 ans. Alors, la croissance du PC, donc là encore, attention, c'est quand même, on a un suivi qui est très court. Donc, dans 50% des cas, la croissance a continué à être normale. Dans 50% des cas, par contre, il y a une microcéphalie acquise avec une cassure très nette de la courbe de périmètre crânien, qui est une valeur, bien sûr, très prédictive de séquelles motrices et ou intellectuelles.
L'épilepsie, 21 patients, on a dit que c'était des patients graves, donc avec des convulsions initiales, pratiquement tous vont convulser. Par contre, l'épilepsie séquelaire est quand même plus rare. 8 patients ont gardé une épilepsie séquelaire, dont 3 cas, une épilepsie pharmacorésistante avec au moins 3 médicaments. Les séquelles donc sévères avec un polyhandicap, 18%, avec une tétraparésie, un handicap mental, une microcéphalie, des enfants totalement dépendants avec une absence totale d'autonomie et qui sont pris en charge au sortir du service, soit en pouponnière médicale parce qu'ils sont tout petits, avant l'âge de 3 ans, ou après en IME. Alors au niveau moteur, donc vous voyez donc l'âge d'acquisition de la marche, elle s'est fait dans 16 cas avant 18 mois, dans 6 cas entre 18 et 36 mois et non acquise donc pour 6 cas également. Et puis il y a 6 enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la marche actuellement, qui ont moins de, c'est les derniers bien sûr, qui ont moins d'un an, donc on ne peut pas encore le dire. Le devenir psychiatrique, donc là aussi, il faut toujours, sur chaque diapositive, je module un peu mes résultats parce qu'on n'a pas assez de suivi sur le long terme. On peut dire actuellement 19 qui n'ont pas de troubles psychiatriques, mais à contrario, tous les autres qui ont une instabilité psychomotrice, des troubles de l'attention, une agressivité, et 2, un réel syndrome autistique. Et syndrome de l'enfant secoué fait partie des étiologies, des causes de l'autisme. L'acquisition du langage, donc normal dans 17 cas, mais ce n'est pas encore un langage très développé, et anormal, donc des enfants de plus de 3 ans, où on peut vraiment faire un bilan et porter ce diagnostic. Au niveau scolaire, donc 11 enfants ne sont pas encore scolarisés, 8 sont à temps plein en école maternelle et pour l'instant ils ne sont pas encore rentrés au CP, et donc les troubles des apprentissages ne sont pas toujours évidents à mettre en évidence. 5 ont déjà une prise en charge CAMS et les besoins d'un AVS dès la maternelle, et 8 sont en système d'éducation spéciale, donc IME ou établissement pour polyhandicapés. Les séquelles visuelles aussi qu'il ne faut pas oublier, il faut bien sûr bien les évaluer et c'est très important dans la prise en charge et les soins qu'on va pouvoir apporter à ces enfants. Donc strabisme, myopie, hypermétropie, amblyopie et troubles du contact. Alors si on reprend finalement dans la littérature, ce qu'on retrouve est exactement la même chose, c'est-à-dire, donc là il y avait eu des revues complètes de la littérature. Il y a eu 2 ou 3 articles dans les 5 dernières années. En gros, c'est 39-40% de handicap sévère, c'est-à-dire pas d'autonomie de marche et besoin d'une personne pratiquement en permanence. 25% modéré et il est dit 12% absence, mais là encore, les auteurs relativisent toujours ce terme d'absence puisque tout dépend de la définition qu'on donne du handicap et également si on fait rentrer les apprentissages scolaires ou pas dans ce terme-là. Les troubles visuels, donc à peu près 50%, comme on l'a vu, l'épilepsie aussi. Et puis le déficit intellectuel, donc qui, selon les séries, varie entre 40 et 60% des cas. Mais en tout cas, la notion qui est très importante, et je pense que tout pédiatre doit la garder en tête, c'est qu'il y a une chute du quotient intellectuel avec le temps. Je vous rappelle que chez les tout petits, ça va être des quotients de développement. Attention, ils vont être parfois tout à fait corrects. Ne pas s'arrêter là, parce que c'est on va évaluer en fait un développement psychomoteur global. Dès qu'on va rentrer dans les fonctions cognitives beaucoup plus fines, là on se rend compte et qu'on peut vraiment mesurer le quotient intellectuel, que ce quotient va chuter et on comprend les difficultés scolaires, les difficultés d'insertion sociale et les difficultés d'insertion socio-professionnelle de ces petits bébés qui sont devant nous et qui deviendront des adultes. Et puis 38% des troubles sévères du comportement qui sont parfois très difficiles à traiter. Donc les limites de la méthodologie, c'est que la plupart des études sont des études rétrospectives et il est très difficile d'imaginer des études prospectives dans ce domaine. Que le suivi est souvent très court dans toutes les études, entre 12 et 18 mois. Que les séquelles cognitives sont très souvent sous-estimées parce que justement pour vraiment, il faudrait suivre ces enfants, les évaluer de façon neuropsychologique de façon régulière. On dit attention au handicap invisible, c'est bien sûr les séquelles cognitives. Tout semble aller bien. Cet enfant, finalement, il a un périmètre crânien pas mal. Le neurochirurgien, il est content. On peut enlever la valve. Le scanner, l'IRM, il n'y a pas trop de dégâts qui restent.
Bon, tout se passe bien. Et puis, on les voit revenir à nos consultations à 10 ans, à 12 ans. L'histoire du syndrome de l'enfant secoué a totalement disparu. On va en reparler. Et puis, on nous dit, mais cet enfant n'arrive pas à rentrer en 6e. Qu'est-ce qui se passe? Il stagne au CE2. Il est passé en CM1 avec l'âge. Et puis, arrivé en 6e, ça va plus du tout. Et en fait, c'était juste le continuum de ce qui s'était passé quand il était tout petit. Le gros problème, et ça je crois que vous devez être parfaitement alertés aujourd'hui, c'est un suivi très difficile parce qu'il n'y a pas de collaboration. Cette étape cette hospitalisation aiguë avec ce diagnostic donc de maltraitance, en tout cas de non-bienveillance, de traumatisme non accidentel, syndrome de l'enfant secoué, tout le monde, et les professionnels aussi, le barrent. Donc c'est un enfant où on aura fait un signalement, c'est un enfant qui soit retourne dans sa famille, soit est confié à l'ASE, soit reste dans sa famille avec une AEMO. Mais finalement, ce diagnostic, plus personne va en parler. Alors que si un enfant a une trisomie 21, son handicap est connu et quelles que soient ses conditions de vie, son milieu social, cela sera toujours marqué. La cause de son handicap est claire. Là, chez ces enfants, on ne leur reconnaît pas ce statut d'enfant handicapé et on nie la cause de ce handicap. Et du coup, ils n'ont pas le suivi nécessaire. Et il y a des ruptures, mais vraiment des ruptures. Et c'est pas lié uniquement aux familles. Et je le répète parce que paradoxalement, moi, je suis beaucoup d'enfants qui sont restés dans leur famille et qui continuent à venir me voir, même si on a fait le signalement. Donc c'est pas ça. C'est plus lorsque les enfants sont confiés aux structures. L'assistante maternelle, qui en a un peu marre de venir, il y a le généraliste qui travaille avec elle au sein de l'ASE, finalement c'est le médecin de famille. Bref, on ne revoit plus ces enfants, sauf quand un médecin scolaire nous les renvoie en disant, on ne sait pas pourquoi cet enfant va pas bien. Donc ça, je crois que, alors c'est une réflexion à avoir, mais c'est un diagnostic qui existe, qui est réel. On le verra dans la reconnaissance des victimes aussi, c'est très important, et il ne faut jamais le nier. Et puis, l'intérêt, c'est que ça nous permettra certainement de mieux savoir le devenir. Pour autant, est-ce qu'on pourra le prévenir? Ça, c'est une autre question. Parce que la prévention et l'amélioration, on va dire la diminution des séquelles, ça, c'est quelque chose qui est aussi plus complexe. Mais en tout cas, au moins, essayer d'éviter le surhandicap entraîné par cet handicap. Voilà, donc l'intérêt du suivi, j'en ai parlé, c'est bien faire le dépistage, prendre en charge le plus tôt possible, comme tout enfant qui a un trouble du développement. Et l'objectif, c'est de réduire les désavantages. Voilà, merci beaucoup.